pour les images. Des fois, on a tendance à trop voir net, bien éclairé, l'animal très proche et tout ça. Des fois, ça nous enlève un petit peu l'ambiance, ça peut nous enlever un petit peu d'émotion aussi. Et d'avoir ce côté des fois un peu flouté, un peu suggéré. Du coup, on aime ou on n'aime pas du tout, mais ça permet d'oser, quoi. Donc ça, c'est des images qui me parlent beaucoup, ouais. J'ai pu faire mes premières images, voilà, 12, 13 ans par là, aller chercher le gypaète ou à partir tout seul en pleine montagne. Là, j'ai des carnets, ça fait un moment que je me suis pas replongé dedans. En fait, au tout début que je sortais observer les animaux, même quand je commençais à peine la photo, et ben, j'écrivais toutes mes observations de terrain. Ce serait bien que je le fasse encore aujourd'hui, pour pas oublier, pour retrouver des fois quelle date j'ai observé une espèce ou une autre. Et là, il y a les toutes premières images que je faisais développer. Et si j'arrivais pas à prendre en photo les animaux, et ben, je les dessinais pour garder un souvenir de ce que j'avais pu observer. Et donc ça commence avec un bouquetin qui domine tout le décor et la grande falaise au pied de laquelle j'ai grandi. Immense falaise, donc ouais, c'est assez symbolique de redécouvrir ça une dizaine d'années après. Ça répond, les petites mésanges qui arrivent. Ouais, celle-là, je m'en souviens encore aujourd'hui par les conditions où j'ai réussi à voir les gros combats de bouquetins de dominant à plus de 2000 mètres sur une crête un peu où la neige avait fondu. Du coup, tout seul là-haut dans ce décor avec les coups de cornes qui résonnaient. Et je me suis retrouvé dans ce décor où à la fois il y avait du soleil et des nuages, à la fois il y avait de la neige bleutée couleur froide, de l'herbe sèche couleur chaude, et les gros bouquetins quoi, dominants qui se battaient là-haut. Ah, c'est une ambiance. Quand j'ai commencé à m'intéresser d'abord à l'observation de nature depuis tout gamin, à un moment j'ai emprunté l'appareil photo de mes parents, donc c'était encore un appareil à pellicule. Donc la pellicule, bon, mitraillait pas autant que le numérique. Et vu que les bouquetins, nous l'hiver, ils descendent pas loin du village où j'ai grandi, j'ai souvenir que ma mère, elle m'a dit si tu vois les bouquetins, c'est pas la peine de remplir la pellicule, on a déjà quelques photos de bouquetins. Donc je suis allé les voir, tout le troupeau et tout, j'ai quasiment pas fait de photos. Et en fait, quelques années après, enfin une dizaine d'années après, c'est avec une photo de bouquetin que je me retrouve dans les finalistes de concours mondial de photographe animalier de près de 50 000 participants. Donc ce que je trouve intéressant en fait, c'est que peu importe le sujet, ça m'a juste appris que c'est le regard qu'on apporte sur les choses qui est intéressant. Oh, lui il est vieux, vieux, vieux.
les vieux mâles comme ça, si tu les contournes à bonne distance, ils peuvent ne pas être trop dérangés. Faut juste surveiller en fait tant qu'il mange, qu'il rumine, tant qu'il n'est pas les deux oreilles vers nous à ne plus rien faire. C'est là en fait l'attitude où on le dérange un peu. Là on voit qu'il mâche. On va passer à côté, je pense qu'il y en a sûrement d'autres derrière. Bah alors toi. Tout souvent ils aiment bien quand on est posé. Tu vois, faut pas aller à fond sur eux et en fait ils tolèrent quoi. Donc si j'arrive à atteindre le caillou, je vais voir. On va peut-être aller à droite. Ouais, lui il a 6 ans. Les mâles ils ont toujours des grosses bosses sur le devant des cornes dès leur 3e, 4e année. Et par contre on pense souvent que c'est les bosses qui indiquent leur âge. Et en fait ça va être plutôt des fissures très marquées qui font le tour entier de la corne. Trop sympa là-haut sur le rocher. Les cornes elles poussent toute leur vie, elles poussent par la base. Et du coup ces fissures très marquées, parfois on peut les voir. Et parfois il y a 2 bosses ou 3 bosses sur la corne sur une année. Donc ils peuvent vivre à peu près une vingtaine d'années. On peut aller voir là-bas. C'est classe. Ouais, dans les pierres ça peut être très beau, puis il y en a qui peuvent se battre. C'est la période où vu qu'ils retrouvent de l'herbe verte, ça les excite un peu, ils savent qu'ils ont un peu de nourriture. Donc des fois ils remettent un peu en place la hiérarchie. Regarde, ça commence à bouger. Ça vaut le coup de filmer quand même dans les pierres, je pense. On commence à voir les ambiances sympas, les lumières, les compositions. Ça évolue au fil des pages. Ah ouais, Noël et nouvel appareil photo. Et aussi on voit pas mal de petits passereaux, de petites espèces. Et ça c'est génial, c'est que tout le monde peut faire ça chez soi, quoi. Juste observer dans son jardin et voir tous les petits passereaux qui défilent, du rouge-gorge, mésange bleu, citelle, etc. Et en fait on a un festival de couleurs et de chants différents. Petite mésange charbonnière mâle.
plus petit oiseau de chez nous, le roitelet. Il y a des choses qu'on voit qu'une fois et en même temps tout ce qu'on voit c'est différent à chaque fois, donc c'est ça qui est magique dans l'observation des animaux, dans la photo animalière ou dans la vidéo, c'est qu'on fait jamais deux fois exactement la même rencontre. Du coup c'est inépuisable. J'écrivais pour partager ça aussi parce que ce carnet je l'avais encore à l'internat hein, il me semble. Je faisais développer les photos, du coup je montrais aux copains et puis c'était pour garder un souvenir voilà, de tout ce que j'avais pu observer. C'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas forcément tous des ordinateurs portables et tout ça. Ça fait un peu dinosaure hein, de dire ça, mais si on a juste un gros ordi à la maison, si on veut montrer des photos à quelqu'un, et voilà, c'est plus simple d'ouvrir un carnet, de montrer ça, tu vois, silhouette de chamois, bec croisé, que le temps de démarrer un ordi qui devait mettre une demi-heure à démarrer. Et c'est plus ouais, pour garder un souvenir et c'est surtout me dire tiens j'ai pu voir aussi telle espèce à tel endroit, ça peut être intéressant de suivre ça l'année suivante ou alors ça c'est complètement exceptionnel, faut que je m'en souvienne. Un jour j'ai eu la chance de voir ça. Chamois qui croise les bouquetins. Le petit ticodrome. Et ben maintenant j'ai la chance des fois de voir carrément dans les ruelles du village. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était au bord d'une cascade qui avait tout gelé en hiver. Et vraiment, petit oiseau gris qui remonte et des couleurs rouges vifs qui apparaissaient par scintillement devant la cascade. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai fait les dessins. Hein. J'ai réussi à sortir quelques photos de loin, mais petit oiseau gris dans la paroi, les photos, elles ne me parlaient pas. Mais vraiment, de ces observations, ce que j'avais en tête, j'ai essayé de le retranscrire avec des petits gribouillons. Ouais, c'est la chance d'habiter, tu vois, un petit village avec plein de vieux murs en pierre, etc. Où le ticodrome, il retrouve les mêmes conditions que dans les parois. Donc c'est assez fou, hein. J'ai eu plusieurs fois cet hiver à travailler sur le bureau et le voir passer à côté de ma fenêtre. Et du coup, je suis sorti en pantoufles dans la neige des fois comme je pouvais pour essayer de le suivre dans les ruelles du village. Ceci. Tiens. Je suis parti sans batterie. Ah, et il revient. Trop bien. Ce que j'adore, c'est que c'est un petit oiseau grimpeur. Déjà, il vit dans des milieux assez fous, quoi. Dans des parois, des falaises, etc. On voit ces petits oiseaux gris. Et ce qui surprend, c'est que même là, s'il vient parfois dans les ruelles d'un village, en fait, on ne prête pas attention. Les gens passent, ils disent ok, petit oiseau gris qui remonte le long des murs. Et en fait, dès qu'il ouvre les ailes, c'est une explosion de couleurs, quoi. C'est du rouge très vif, des ronds blancs qui contrastent avec du noir au bout des ailes. Du coup, il a vraiment un plumage, on s'attend même pas à trouver des oiseaux comme ça en France. On le surnomme l'oiseau papillon, donc il ressemble un peu à un papillon géant, quoi. Il a une façon de voler, il ouvre assez vite les ailes. Ça y est, c'est la fin de ce premier cahier. Au début, je notais juste mes observations pour m'en souvenir, et puis tout a évolué. Mes connaissances se renforcent de jour en jour. Les approches, poussées à l'extrême, commencent à être bien maîtrisées grâce à l'appréhension sur le terrain de l'art du camouflage. Désormais, il y a ces différents angles de vue, avec tant de regards croisés et rendus immortels grâce aux clichés. Ainsi, j'observe dorénavant la nature qui évolue
tout en faisant partie du décor, à travers mon objectif. La passion pour l'art photographique s'est forgée dans un acier indestructible. C'est drôle d'avoir noté ça. Ça finit là quand même plus de composition, hein, les glaciers, le bouquetin, la mer de nuages, et puis une petite image du gypaète pour dire que la passion elle a commencé avec ça. Bonjour. Ça laisse jamais indifférent, hein, parce que il nous surprend toujours par sa taille, par ce qu'il dégage, quoi. Il a un plumage qui est quand même assez impressionnant. Puis presque 3 mètres d'envergure, c'est quand même quelque chose, quoi. Moi, ma passion, elle a vraiment commencé avec cet oiseau. En fait, mon père, il nous avait emmenés tout gamin dans un coin. Il voulait voir si le chemin passait encore. C'était un vieux chemin éboulé. On s'est retrouvé un peu coincé dans des falaises, mais entouré de cirques immenses, des grandes falaises de plusieurs centaines de mètres. Et en fait, là, on s'est fait survoler par un gypaète très proche. Et j'ai souvenir d'être au-dessus du vide et d'avoir cet oiseau assez incroyable qui nous survole. J'étais tout gamin et j'avais entendu parler du gypaète. Enfin, je me souviens avoir eu l'image de cet oiseau dans un film sur l'Himalaya. Et voilà, un oiseau qui pour moi volait dans les sommets himalayens complètement inaccessibles, les plus hauts sommets du monde. Et ben là, j'avais la chance de la voir juste derrière chez moi. Parce qu'en fait, dans les années 90, c'était les tout premiers gypaètes des Alpes qui étaient là. Et donc je montais même avec des potes, tout gamin, on se construisait des cabanes pour faire des affûts pour observer le gypaète. Et en allant l'observer, j'ai passé du temps pas mal avec les bouquetins, avec d'autres espèces. Et petit à petit, j'ai appris à regarder tout ce qu'il y avait autour quand le gypaète n'était pas là. Et en fait, je passais du temps à observer. Bouquetins, ils sont là. Ils viennent nous voir. Ouais, on a des petites silhouettes en crête. C'est plutôt sympa. En tout cas, tu vois, si les bouquetins sont là, ils peuvent être survolés par le gypa. Du coup, là, c'est ça qui est intéressant. Super beau avec les montagnes derrière. Ils se battent. Waouh. Trop bien, trop bien. Bah écoute, même si je les vois très souvent, les bouquetins, là c'est magique parce qu'on est monté, ils étaient pas là. T'as l'impression que la montagne est vide. Et d'un seul coup, ils apparaissent dans un décor qui est complètement fou. Puis là, on a eu un petit combat en plus devant la neige. Enfin, petite joute de jeunes mâles. Bah du coup, c'est magique quoi de voir ça. Chaque ambiance est tellement différente. Et puis là, ils viennent à notre rencontre, quoi. C'est le soir. Ils sont en train de revenir sur les zones où ils viennent se nourrir. Tiens, dès qu'il gratte avec la patte, c'est qu'il va se coucher. Il se fait sa petite plateforme. Hop, et voilà, il est calé.
J'y pas. Filme. Robert Hénard, il disait le bouquetin est une chance pour nous dans la nature. Et en fait, aujourd'hui, on s'en rend plus compte. Pour les gens, il y a du bouquetin, ils sont là, des fois ils sont pas loin des sentiers. Des fois, on les voit de façon impressionnante sur les sommets, des silhouettes assez emblématiques. Mais en fait, on oublie qu'il a failli disparaître totalement. Il a failli être juste dans un musée, quoi, empaillé, pour dire il a existé avant et on l'a plus.